Eh bien, bonjour à tous. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui, ça fait longtemps, en vidéo en tout cas, pour parler d'Hélène. Donc, on va faire un tirage général autour d'Hélène. Je vais refaire comme ce que je faisais avant, enfin ce que j'avais fait pour les animaux. Là, je vais commencer par une petite vidéo, du coup, pour à la fois vous parler du personnage, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, en mode assez rapide quand même, et puis pour vous présenter le tirage, et puis une seconde vidéo avec le tirage. Voilà. Du coup, Hélène de Troie. Donc c'est un personnage de la mythologie qu'on retrouve du coup dans la guerre de Troie, dans l'Iliade et l'Odyssée. Donc du coup dans l'Iliade notamment, donc d'Homère. Donc c'est un personnage qui est assez intéressant pour plein de raisons, même si on va trouver des petites variations, etc. et tout, mine de rien que dans l'œuvre, enfin mine de rien dans l'œuvre d'Homère, on trouve pas mal d'informations et de choses qui sont quand même assez intéressantes. Du coup, Hélène, en fait, tout commence chez les dieux. Donc, au mariage de Thétis et Pélée, Eris, la déesse de la discorde, du coup, n'est pas invitée. Ça va être ce qu'on appelle l'épisode de la pomme de la discorde ou de la pomme d'or. Du coup, Eris, déesse de la discorde, furieuse de ne pas être invitée, jette une pomme d'or parmi les invités avec la mention pour la plus belle. Héra, Athéna et Aphrodite, du coup, se disputent le titre et donc la pomme, pour cette mention de la plus belle. Il est alors décidé, du coup, de les emmener toutes les trois sur le mont Ida, où se trouve Paris, le prince de Troie, qui est en train de faire de la bergerie, en fait, tout simplement, qui devra choisir, du coup, parmi ces trois déesses, la plus belle, donc celle qui recevra la pomme. Donc on trouve plusieurs choses à différents moments. Héra lui proposerait la souveraineté sur tous les hommes. Euh, Athéna lui proposerait du coup une puissance à la guerre, le fait de pouvoir être invaincu. Et Aphrodite lui propose la plus belle femme, l'amour de la plus belle femme qui existe sur Terre, à savoir Hélène. Paris du coup choisit Aphrodite et donc de cet épisement du jugement de Paris sur le mont Ida s'ensuivra la guerre de Troie. Puisque Paris, pendant une absence de Ménélas, donc l'époux d'Hélène, donc Hélène est déjà mariée, elle est mariée au roi de Sparte, euh, du coup qui s'appelle Ménélas. Donc pendant une absence de Ménélas, il se rend là-bas, il y a déjà eu des conflits avec Troie, etc., pour essayer de récupérer des prisonniers de guerre. Et en fait, il part du coup de Sparte avec Hélène. Donc des fois c'est appelé l'enlèvement, le kidnapping, etc. Moi j'aime bien l'idée qu'Hélène l'a suivi. Que ça soit par le fait que Aphrodite soit intervenue, ce qui est tout à fait probable dans le mythe, mais c'est pas très clair sur tout ça. Qu'Aphrodite soit intervenue pour qu'elle tombe amoureuse, ou ou qu'elle l'ait suivi voilà, d'elle-même. Il faut savoir que du coup Hélène est la plus belle femme du coup dans ce mythe de tout le monde voilà, grec et troyen inclus. Ce qui est intéressant avec le personnage d'Hélène, donc qui est déjà mariée à Ménélas, c'est que Hélène du coup est la fille de Zeus et de Léda. Donc Zeus aurait pris l'apparence d'un cygne pour courtiser Léda. Et donc du coup Hélène serait une des enfants de cette union. Hélène est du coup la plus belle femme. Donc on se l'arrache vraiment, elle a énormément de prétendants quand arrive l'âge où elle doit se marier. Donc elle aurait déjà été enlevée une fois d'ailleurs pour sa beauté. Et donc un de ses frères vient la récupérer, je crois que c'est Thésée qui l'enlève pendant que Thésée est absent. Et du coup, un de ses frères vient la récupérer et donc commence à y avoir au moment où Hélène doit se marier, du coup c'est vraiment la folie. Il y a des prétendants qui viennent de partout pour épouser la plus belle femme, etc., etc. Donc Ulysse, ce petit génie du coup, la ruse de la mythologie, a une idée. Il sacrifie un cheval. Et du coup tous les prétendants devront passer sur la peau du cheval sacrifié pour jurer de venir en aide à Hélène s'il lui arrivait quelque chose et de ne pas remettre en question cette union. Donc pendant ce bal des prétendants, avec tous ceux qui passent sur cette peau de cheval, etc., à la fin, il est décidé que du coup, ça serait Ménélas qui deviendrait l'époux d'Hélène. C'est comme ça qu'Hélène devient reine de Sparte. Euh, il y a plusieurs aussi, la petite interprétation et compagnie. Ce qu'on peut noter quand même de cet épisode, c'est qu'on est obligé de faire un espèce de serment vis-à-vis des dieux pour ne pas s'en prendre, pour ne pas remettre en question cette union, et surtout pour venir en aide à Hélène. Quelque chose qui va se retourner, du coup, puisque
Euh, Hélène, après l'enlèvement, Ménélas va faire jouer ce serment de tous les prétendants qui devaient porter secours à Hélène, du coup, pour entraîner la guerre de Troie. Donc ils vont tous être obligés par ce serment qu'ils ont prêté de soutenir Ménélas, ce qui fait de la guerre de Troie une énorme guerre avec tout le monde grec, quasiment, contre la cité de Troie. Euh, Hélène, du coup, déjà ce mariage avec Ménélas, on suppose que c'est vraiment un mariage comme c'était le cas à l'époque. De toute façon, c'est pas un mariage d'amour, hein. Et que ça serait notamment par la puissance et la richesse de Ménélas que c'est lui qui aurait été choisi comme son époux. Donc ils ont une fille ensemble. Et Ménélas a surtout un frère, Agamemnon, que je pense que vous connaissez peut-être si vous avez vu notamment certains films, qui du coup, bon déjà l'injure de la disparition d'Hélène, que ce soit par enlèvement ou parce qu'elle l'ait choisie, elle est assez énorme. Et, euh, et Agamemnon, à plusieurs reprises dans l'Iliade, est bien plus véhément, bien plus virulent que son frère, du coup Ménélas, qui est pourtant directement impliqué. C'est Agamemnon qui sacrifie sa fille voilà, pendant cette guerre pour obtenir la faveur d'Artémis. Voilà. Donc quand même, la guerre de Troie, c'est assez violent, hein. Il y a énormément de morts, ça dure 10 ans. Donc il faut savoir qu'Hélène, une fois arrivée à Troie, du coup forcément son arrivée ne fait pas l'unanimité, puisque du coup une guerre est en train de s'enclencher, tout le monde le sait. Et pourtant Priam est pris d'affection, ou en tout cas, ouais, si d'une forme d'affection, on peut dire ça, je pense, pour Hélène, et du coup décide de protéger Hélène et de protéger cette union entre Paris et Hélène. Donc, Priam, c'est le père de Paris, c'est le roi de la cité de Troie. Euh, du coup, cette guerre dure 10 ans, donc avec son lot de bains de sang. Euh, on suppose, enfin il est prêté quand même à Hélène pas mal de choses assez particulières. Hélène aurait quand même une affinité avec la magie, qui est révélée à plusieurs reprises. Elle serait capable d'interpréter les oracles, elle serait du coup capable de charmer par sa voix. Un épisode qu'on retrouve du coup quand le cheval rentre dans la ville de Troie, puisque la guerre se finit sur la ruse d'Ulysse qui fait rentrer tout le monde dans le cheval qu'on fait rentrer dans la ville, ce cheval de bois. Hélène tournerait autour du cheval à la fin, du coup de cet épisode, en chantant, en appelant tous les rois grecs avec la voix de leurs femmes, du coup, pour les forcer à sortir. C'est grâce à Ulysse qu'ils ne sortent pas et qu'ils réussissent à résister à cet envoûtement qui est très proche des sirènes, dans ce qu'on sait. Et elle aurait également un baume qu'on lui aurait donné en Égypte qui serait capable d'effacer toute tristesse, tout malheur, toute peine quand on l'utilise. Voilà. Donc on a ces éléments-là autour d'Hélène. Et du coup, Hélène, surtout, qui serait bien décisionnaire du fait de rester à Troie et de l'union avec Paris pendant ces 10 ans de guerre, et qui serait au final, après la défaite de Troie, la seule survivante. Ménélas voudrait la tuer au moment où du coup Troie perd et qu'il réussit à mettre la main sur elle, mais il en serait incapable à cause de sa beauté. Et donc du coup, elle retournerait auprès de Ménélas et puis finirait quand même, salut le chat, par être bannie à sa mort, dans une des versions en tout cas qu'on retrouve, et elle serait finalement étouffée dans son bain par la femme qui accepterait son exil, qui en fait lui en veut énormément, parce que je crois que c'est son fils qui est mort pendant la guerre de Troie, et elle mourrait du coup noyée dans son bain par l'ordre de cette reine. Donc voilà, je vous fais un topo rapide, hein. Si le personnage vous intéresse, je vous n'hésitez pas à les regarder. Et puis la guerre de Troie est un épisode qui est très intéressant. Donc ce qu'il faut savoir aussi sur cette guerre, c'est que du coup, il n'y a pas que les hommes qui sont impliqués, il y a évidemment les dieux. Et notamment, bien évidemment, Aphrodite est une telle déesse qui prend le parti de Troie et qui protège Paris, du coup, pendant la guerre. C'est pas le seul qu'elle protège. Héra et Athéna, elles, frustrées et en colère, prennent le parti des Grecs. Donc dans cette guerre de Troie, il y a quand même il y a plus de dieux qui sont du côté des Grecs. Et parmi les Troyens, on va notamment retrouver Aphrodite, Arès, qui explique aussi l'arrivée des Amazones. Bon, déjà, c'est l'amant d'Aphrodite, et surtout la reine des Amazones qui vient aider les Troyens, donc Penthessilée, sur lequel j'ai fait un post, serait la fille d'Arès. Voilà. Désolé s'il y a des chats qui sont en train de faire des bêtises. Donc du coup,
Qu'est-ce que je disais? Et on a aussi Apollon. Apollon qui, du coup, intervient dans cette guerre suite à vraiment un sacrilège et des horreurs qui sont commises dans le temple d'Apollon, puisque les Troyens prient Apollon. On a notamment le personnage de Cassandre, qui est très lié à Apollon dans la guerre de Troie. Et notamment, il y aurait un viol commis dans le temple d'Apollon par les Grecs, enfin même plusieurs. Et du coup, Apollon fait se répandre la peste parmi les Grecs. Donc c'est vraiment une guerre sanglante, violente, où les héros ont vraiment aussi tous leurs pires aspects, tous leurs pires facettes, et qui est centrale autour de ce personnage du coup d'Hélène. Voilà. Dans certaines versions, Hélène, du coup, à la fin, trahirait les Troyens, etc. C'est des versions qui sont plus récentes. Personnellement, c'est pas un truc pour moi que je trouve assez cohérent, surtout quand on voit cet épisode du cheval où elle essaierait de faire sortir les rois. Après, chacun prend les versions qui lui... C'est ça qui est bien aussi, chacun prend les versions qui leur parlent le plus. Mais voilà, donc on a ce personnage d'Hélène et cette beauté, cette espèce d'affinité avec la magie aussi, et cette beauté surnaturelle qui fait d'elle vraiment à la fois un personnage voilà, un maudit, d'une certaine façon maudite par sa beauté, puisque du coup, ça entraîne une guerre, puisque du coup, elle n'est jamais décisionnaire, sauf si elle... C'est pour ça que je préfère cette version, sauf si c'est elle qui a choisi de suivre Paris. Elle est toujours le trophée de quelqu'un, elle est toujours le trophée de quelque chose, à part peut-être quand elle est à Troie, justement. Et donc, du coup, l'étalement que je vais vous proposer va insister sur ces notions-là, du coup, qu'on retrouve. Donc, en première partie, la première carte, ce sera ce qui fait où réside l'expression de notre beauté, du coup, en tirage. Ce sera un tirage général, bien évidemment. La deuxième, ça sera comment influence-t-elle le monde. La troisième, de quoi peut-elle nous libérer, puisqu'elle peut aussi nous libérer de quelque chose, bien évidemment. Et la quatrième carte sera comment lutter contre ceux qui cherchent à l'emprisonner. Ceux S-E-U-X ou ceux C-E, à vous de voir. Et puis on finira avec une cinquième carte, message ou conseil d'Hélène, voilà, en centrale, comme j'aime bien souvent faire. Pour ce faire, je vais utiliser du coup le tarot des mythes et légendes du monde. J'espère que ça va le faire, on verra bien. Et puis en dernier, du coup, toujours le même qui commence à être très abîmé à force, l'oracle de la déesse sombre, Diriadel et Gulliver, l'aventurière. Et bah, du coup, je vais procéder à l'étalement là. Je vais couper la vidéo parce que de toute façon, elle va faire bientôt 13 minutes. Je vais procéder à l'étalement et puis je reviens dans une seconde partie, du coup, avec le tirage. A tout de suite. Et me revoilà. Donc j'ai procédé à l'étalement. J'ai aussi oublié de vous dire un petit truc assez intéressant, qui ne mange pas de pain à savoir, comme on dit. C'est que Hélène, du coup, avait un culte à Sparte. On a retrouvé pas mal de traces de ce culte pour les femmes de Sparte qui venaient du coup demander la bénédiction de leurs objets type miroir, etc. et compagnie, avec des représentations d'Hélène qui du coup auraient vraiment bénéficié d'un culte de la part des femmes de Sparte, voilà, chez les Grecs. Voilà, c'était la petite info comme ça. Et puis on va commencer le tirage. Donc j'ai procédé à l'étalement. Et ce qui fait où réside l'expression, enfin du coup notre beauté, ce qui fait notre beauté, où réside notre beauté. Nous avons le valet de coupe. Donc il y a l'idée, du coup en ce moment, que notre beauté, elle va résider. Ce tirage reste général, donc forcément on va aller c'est au plus large, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais avec ce valet de coupe, pour moi, la beauté, l'expression de notre beauté en ce moment, elle réside du coup dans une espèce de naïveté, de redécouverte du monde, une espèce de fraîcheur, de légèreté, de jeunesse, de vouloir expérimenter, de vouloir faire preuve de bonne volonté pour aller découvrir, redécouvrir des choses qui nous procurent de la joie, qui nous procurent une certaine forme comment dire, ouais, de la joie, de la fraîcheur, quelque chose qui nous procure de la fraîcheur, quelque chose qui nous allège émotionnellement après peut-être des périodes compliquées ou des climats de tension compliqués. Et il y a cette espèce de redécouverte, cette espèce de naïveté, cette espèce d'apprentissage de ces plus belles choses qu'on peut avoir en nous, de nos émotions. Et notre beauté actuellement, là, dans ce tirage, en tout cas d'après cette carte, va résider dans cette expression-là, dans cette espèce de fraîcheur, dans cette volonté de retrouver de la beauté justement dans le monde, de faire preuve d'une certaine forme
Ouais, un peu de naïveté, mais quelque chose de beau, de belle naïveté. Regardez ce valet de coupe qui est un peu enfantin, là, avec ce lapin. Il y a vraiment une idée de vouloir se dégager de choses un peu lourdes, de vouloir réapprendre une forme de légèreté, et donc du coup d'être preuve de bonne volonté, de faire preuve de bonne volonté, d'avoir envie de se lancer dans de nouvelles expérimentations émotionnelles. Et en ce moment, apparemment, c'est là où réside vraiment notre beauté, plus grande force de notre beauté. C'est très beau, c'est très doux, c'est très sympa. Évidemment, je pense que ça, on va voir ce que donnent les autres cartes, mais du coup, en effet, ça peut aussi ameuter. Je ressens vraiment là dans ce valet de coupe que du coup, notre beauté, on verra ce que disent les autres cartes, hein, mais elle va pouvoir aussi attirer des formes de prédation, forcément, avec ce valet de coupe qui nous parle de cette envie, de ce nouvel élan, de l'envie de faire confiance, de l'envie de se lancer dans de nouvelles expériences, qu'elles soient amoureuses, amicales, émotionnelles. On a envie de faire confiance avec ce valet de coupe, on a envie de retrouver une forme de légèreté, on a envie de retrouver des choses qu'on pense avoir perdues. Et du coup, on va aller voir comment elle influence le monde et les autres. Le 5 de bâton, et ben du coup, elle va peut-être trouver une forme de blocage. Euh, je vais m'expliquer. 5 le 5 de bâton est une carte de conflit, du coup, dans le tarot. Là, d'ailleurs, c'est intéressant, il est arrivé à l'envers, hein. Je l'ai retourné, mais je vais quand même le garder dans un coin de ma tête, parce que là, ce 5 de bâton, il m'évoque que, du coup, notre beauté, là, elle peut se faire un peu matraquer. Elle peut se faire un peu violenter, cette volonté d'expression. Parce que il est probable que beaucoup de gens ne soient pas du tout dans ce mood-là, ne soient pas du tout dans cette volonté-là, et qu'il y ait une envie, comment dire, de frapper cette naïveté, ces gens qui ont l'air de vouloir faire preuve de légèreté, qui ont l'air de vouloir refaire preuve de choses. Nous, on n'y arrive pas, ça nous agace, et donc du coup, on va les taper dessus. J'ai des mots incisifs, j'ai des paroles incisives, ce qui est du coup assez terrible, parce que du coup, ça veut dire que là où réside notre beauté en ce moment est quelque chose qui rentre du coup, pas à cause de nous, mais le monde extérieur, le contexte, la société, les autres vont rentrer en conflit avec l'expression de cette beauté qu'on a envie d'exprimer. Parce que ça les fait chier, parce que ça les titille, parce qu'il y a de l'envie, de la jalousie peut-être aussi. Je suis désolé, c'est pas ouf du coup, mais c'est ce que me dit cette carte. J'ai quand même l'idée qu'il y a peut-être moyen de pouvoir apaiser ça, qu'il faut surtout pas lâcher, du coup se démoraliser, peut-être faire attention avec qui on s'élance, avec qui on se lance, dans quoi on se lance, avec qui on va exprimer cette vulnérabilité du valet de coupe, avec qui on va exprimer cette sensibilité du valet de coupe, parce que si on la laisse jaillir comme ça un peu elle risque franchement de se faire matraquer, hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai. J'ai vraiment l'idée d'un matraquage en règle assez violent et gratuit en fait, pour rien. Le 5 de bâton, c'est une carte de conflit, mais en plus c'est une carte de conflit stérile. Et il y a vraiment de la violence dans cette carte que là je ressens. Elle est quand même arrivée à l'envers, donc je pense qu'il y a moyen de pouvoir échapper à ça en faisant preuve quand même d'une certaine forme de discernement, je pense. Et de pouvoir peut-être par contre ressusciter ça chez quelques personnes, chez les bonnes personnes, dans quelque chose. On nous invite quand même à ne surtout pas nous empêcher de vivre cette expression de notre beauté, là où elle réside en ce moment, de ne pas le perdre et surtout de ne pas le perdre à cause des réactions qui peuvent être suscitées par elle. Euh, j'ai quand même l'idée qu'il y a moyen de pouvoir peut-être réconcilier des choses avec les fêtes de famille qui approchent, là, les fêtes de Noël, les fêtes de famille, les gens aussi qui vont se retrouver tout seuls, on va penser à eux, hein, mais parce que voilà, c'est moche, mais on sait aussi que c'est des climats qui peuvent révéler les tensions, qui peuvent révéler vraiment des conflits, toujours les mêmes, des choses stériles, que ça peut peut-être péter. Et que là, peut-être que ce qui pourrait péter, c'est notre envie aussi de faire des efforts, aussi paradoxal. Et qu'en même temps, si on n'essaie pas, ça change, il y a peu de chances que du coup ça s'améliore. Donc à prendre dans les deux sens avec un peu de pincette quand même, mais je dirais quand même faire attention avec qui vous voulez partager cette nouvelle envie, cette sensibilité, cette impulsion de redécouverte. J'ai vraiment l'idée, ne faites pas confiance à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas aptes là, à voir cette beauté, ou en tout cas ils vont la voir, mais du coup ils vont vouloir la matraquer. Enfin, des gens ou des situations, malheureusement. Bon, on va aller voir de quoi elle peut nous libérer. Ça va sûrement être plus réjouissant. Elle peut nous libérer de la justice.
Donc cette beauté peut nous libérer, on va prendre la meilleure connotation de cette justice-là, elle peut nous libérer d'une forme de déséquilibre, elle peut nous libérer d'une forme de lourdeur du matériel, de lourdeur des actes, de lourdeur de l'administratif aussi, puisque la justice peut avoir attrait du coup à tout ce qui va être judiciaire, administratif. C'est un moyen de nous libérer des pressions de la matière. C'est un moyen de nous libérer de situations complètement déséquilibrées pour nous retrouver un équilibre. Donc c'est une beauté qui peut nous permettre de nous rééquilibrer intérieurement et donc d'enlever des poids, d'enlever des couches de choses qui sont en train de nous arriver en ce moment. Et c'est beau, et c'est très très beau, mais c'est peut-être aussi ça qui fait que du coup, forcément, ce 5 de bâton, il est aussi rude, il est aussi virulent, parce que ça va susciter des jalousies, ça va susciter des envies. Il y a des gens qui vont, ouais, j'ai vraiment l'idée de jalousie et d'envie pour le coup. C'est toi, tu arrives, toi, tu as l'air de bien vivre le truc, t'as pas le droit en fait, et donc je te matraque. Je suis désolé, j'ai vraiment cette idée-là dans ce 5 de bâton. Donc je vais pas mentir et le rendre plus cool que ce qu'il n'est, j'ai vraiment quand même cette idée-là. On nous invite du coup quand même à ne pas le lâcher, à l'exprimer, ça, l'exprimer pour nous, puisqu'on est la première personne à qui on le doit. Et si ça génère du conflit, ça génère de la violence envers nous, eh ben, on le perd pas, on éloigne ça justement, on essaye de passer au-dessus et on va trouver des choses ou des personnes ou des domaines avec qui on peut l'expérimenter, avec qui on peut la vivre, avec qui on peut la transmettre, l'exprimer, l'expérimenter. Surtout pas rentrer dans ces jeux-là du coup, parce qu'elle peut vraiment nous libérer de ces jeux-là justement. Et c'est peut-être pour ça que l'opposition elle est aussi forte, parce qu'avec la justice de comment nous libère-t-elle qui vient se poser entre ces deux cartes, on est quand même dans quelque chose, cette beauté, l'expression de cette sensibilité, de cette envie, de cette volonté de fraîcheur, de jeunesse, de nouveauté, d'y croire, elle peut nous permettre de nous libérer de ce climat ambiant du 5 de bâton, qui est ultra présent, qu'il soit au niveau familial, amical, sociétal. Et du coup, ne pas le faire, ça serait un peu nous trahir nous-mêmes aussi. Ok, on va aller voir en quatrième carte comment lutter justement contre ceux qui cherchent à l'emprisonner ou là, j'ai envie de vous dire, même à la détruire. L'as de coupe. Comment lutter? Eh bien, tout simplement en étant cette coupe, cet as de coupe, cette coupe qui se remplit des meilleures choses et non pas des plus mauvaises, en étant cette puissance des émotions, cette puissance émotionnelle, cette puissance qui choisit de ce qu'elle se nourrit et dont elle ne veut pas se nourrir, de leur montrer que ça coule, que ça glisse sur nous, à l'image de cette eau là que nous montre cet as de coupe, que leur violence va glisser sur nous et que donc du coup on se détourne d'eux pour aller nous remplir d'autres choses. Comment lutter contre ceux qui cherchent à l'emprisonner? Vivre, rire, danser, exprimer nos émotions, peu importe leur forme, partir à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux contextes, de nouvelles situations. On a cette carte des renouveaux émotionnels, donc expérimenter ce renouvellement, expérimenter cette nouveauté, expérimenter ça en refusant de rentrer dans leur jeu, en refusant de rentrer dans ce jeu du 5 de bâton, dans ces conflits stériles, dans ces trucs qui ne servent à rien, à part nous plomber. Et de, quand même, l'idée un peu pour moi dans ce 5 de coupe, c'est que du coup, on ne va pas se laisser faire. Mais on ne va pas se laisser faire par de la violence, on ne va pas se laisser faire sentimentalement, émotionnellement, dans l'expression de nos sentiments. Tu veux m'empêcher de, eh ben, je vais rire 3 fois plus fort parce qu'en fait, moi je suis en joie et tu m'empêcheras pas d'être en joie. J'ai un as de couple là qui me parle un peu de provocation quand même, mais dans le sens où non, ça ne me prendra pas sur moi en fait. Ça ne prendra pas, vous n'y arriverez pas, tu n'y arriveras pas. Et si ma joie te donne envie d'être dans cette violence, eh ben, je l'exprimerai d'autant plus
parce qu'il est hors de question que tu prennes le pas, que tu me fasses rentrer dans ce jeu. Et c'est un équilibre qui est trop important pour nous, qui est trop important dans ce que vous vivez, pour vous, je pense. Et du coup, cette tasse vient nous le rappeler. L'as de coupe est une coupe, on choisit de quoi on la remplit, hein. Elle est une nouveauté de quelque chose. Si on la remplit de ce conflit, de cette violence, euh, elle aura que ça à déverser après au monde. Si on décide de la remplir de choses qui nous font du bien, de créativité, de belles choses, ça sera pour nous de la plus-value, mais en plus aussi pour les autres, pour ceux qui accepteront de voir dans notre coupe. Il y a vraiment les dynamiques de nouvelles rencontres là peuvent être assez fortes, je pense. Le message et le conseil d'Hélène pour nous avec l'oracle de la déesse sombre. On a la carte de la lignée. Ok. Le message ou le conseil d'Hélène, c'est se rappeler aussi d'où on tient nos tempéraments, d'où nous viennent tout ça. Euh, Est-ce qu'on tient aussi ces traits de caractère de personnes qui nous ont précédés, qui ne sont plus là? Est-ce que c'est des choses qu'on veut incarner dans le monde aussi, qu'on veut véhiculer dans le monde? On a des traits en commun avec cette grand-mère qui est partie ou avec quelqu'un d'autre qui adorait rire, qui adorait exprimer la joie, par exemple. Et c'est ça qu'on choisit de montrer au monde, c'est cet héritage-là qu'on choisit de montrer, et non pas celui de cette mort. Du coup, j'ai envie de vous dire, on n'est pas très loin avant le solstice, là. Les ancêtres sont omniprésents. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide aux ancêtres. Parce que là, le message d'Hélène, ça a l'air d'être ça. N'hésitez pas à vous raccrocher à ces ancêtres, à ces lignées ancestrales. Et je vous rappelle que les ancêtres, il n'y a pas que ceux de sang. Il y a aussi les ancêtres de lieux, il y a les ancêtres de tradition, il y a les ancêtres de ceux qui sont tout simplement passés avant nous. Et dans cette idée de lignée, on retrouve cette notion ancestrale aussi, qui ressort, qu'elle soit par le sang ou qu'elle soit par un autre vecteur. Nos idoles, nos modèles, par exemple. C'est pour moi, la lignée nous parle de nos modèles. C'est le numéro 10 en plus, qui est l'équivalent de la roue de fortune. Donc quand on fait tourner la roue, de ne pas hésiter à demander de l'aide ou à s'inspirer de ces modèles qui sont inspirants pour ça. Si vous avez des modèles, que ce soit des figures de la mythologie, des acteurs, des actrices, des chanteurs, des personnes. Je ne sais pas si vous adorez Mère Teresa, n'hésitez pas en ce moment à appeler. Voilà. Non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ferai comme Mère Teresa. Je serai, c'est quelqu'un qui m'inspire. Soyez en accord avec les valeurs de ces personnes-là qui vous inspirent, qu'elles soient de votre famille ou non, des personnes dont vous vous revendiquez d'un héritage, voilà, de quelque chose. Quel qu'il soit, inspirez-vous-en et utilisez-le. C'est là le message d'Hélène, parce que c'est quelque chose qui, en plus, va vous permettre de vous connecter plus profondément à vous et à ceux qui sont venus avant, à vos ancêtres, à l'invisible aussi, je pense, et à ces figures, parce que du coup, vous refusez de rentrer dans ce jeu des autres, et du coup, ces figures peuvent être des soutiens pour vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire là, actuellement. Et ben voilà, eh ben écoutez, très intéressant. On va remercier la figure d'Hélène.